Bonjour à tous. Comment résoudre les conflits entre grands groupes et PME ou entre PME ou entre grands groupes, etc. C'est le sujet de cette émission. Vous allez peut-être vous sentir concerné et je vous encourage à regarder cette émission parce que pour en parler, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Pierre Pelouzet, le médiateur interentreprise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À mes côtés, pour vous interroger, bien sûr, Robert Jules, latribune.fr. On va commencer tout de suite par vos commentaires et vos réactions au sujet de l'actualité. Alors une actualité lourde, une actualité triste autour des événements, on est encore sous le choc de ces événements dramatiques qui ont frappé notre pays. Depuis, il y a eu cette manifestation, ces manifestations, ce mouvement incroyable auquel vous avez participé vous-même. Comment est-ce que vous analysez les événements et puis, bon, pour ce qui est de sur cette émission, l'intérêt de l'émission, sur ses conséquences éventuelles sur l'économie? D'abord, je veux commencer par exprimer ma solidarité, ma compassion, mes condoléances à toutes les familles, à tous les proches, à tous les amis des personnes qui sont disparues dans ces événements tragiques. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas démarrer une émission sans le dire et je veux le dire profondément et très fortement aujourd'hui. C'est terrible ce qui est arrivé et nous sommes de tout cœur avec ces personnes qui étaient autour de ces victimes. Pour la suite, c'est vrai que moi j'ai vécu un espoir hier dans cette manifestation. Alors il y a eu des manifestations partout en France, j'ai eu la chance de participer à celle de Paris et c'est vrai que, encore une fois, c'est le mot espoir que j'ai ressenti avec ces personnes arrivant d'horizons extrêmement divers, variés, qui n'hésitaient pas à se parler, à échanger, à chanter ensemble, à taper dans les mains ensemble. Et ça, je pense que ça a des conséquences sociales évidemment, économiques très probablement sur peut-être une manière un petit peu différente d'aborder les choses, de vivre et de collaborer ensemble. Parce qu'il y a deux façons d'anticiper la suite. Certains vous disent bon, ça risque de porter un coup sur le moral de nos compatriotes et des consommateurs qui auront peut-être des réticences à se promener, les soldes, les restaurants, les cinémas. Et puis d'autres qui disent un peu ce que vous dites, ce que vous nous dites. Il y a peut-être aussi la naissance d'un formidable enthousiasme, c'est pas le bon mot, mais en tout cas d'une mobilisation, d'un renouveau, d'un besoin finalement de sortir de chez soi et de se prouver que la France peut encore rebondir. Moi, je crois plutôt à cette version. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, je suis un optimiste de caractère. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses que je peux faire, notamment mon rôle aujourd'hui de médiateur. Mais je suis un optimiste et j'ai ressenti cet optimisme. J'ai ressenti cette volonté de sortir, de vaincre la peur, de vaincre toutes les barrières qui pourraient nous empêcher d'aller de l'avant, de communiquer, d'agir. Et je crois qu'il y aura un avant et un après et qu'on va voir des choses qu'on n'a pas vues avant et qui vont aider notre pays, encore une fois, en général et économiquement en particulier. Donc l'avenir nous le dira, mais portons cet espoir. On a souvent parlé d'une société de méfiance pour caractériser la société française depuis des décennies. Et là, hier, pour vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé au sens où les gens, spontanément, sans aucun mot d'ordre, parce qu'ils décident de le faire, pour vous, ça c'est important? Oui, pour moi c'est important que les gens aient traduit cette confiance qu'ils voulaient se donner les uns dans les autres dans ce mouvement collectif. Hier, avant-hier, il y a eu des millions et des millions de personnes sur plusieurs jours qui sont allées dans la rue juste pour être ensemble, juste pour communiquer, juste pour partager et juste encore une fois peut-être pour passer de la défiance de l'autre à la confiance. Se dire qu'on peut réaliser des choses ensemble, qu'on peut parler ensemble, qu'on peut échanger naturellement. Mais malheureusement, naturellement, ce n'est pas forcément notre force traditionnellement en France. Et oui, je crois que ça peut arriver. Est-ce qu'il peut y avoir aussi ce côté de déclic? Oui, le changement est possible, le changement dans les attitudes, le passage de la défiance à la confiance, et puis un changement plus global que cherchent à promouvoir certains. Je pense à la loi Macron qui va être sur la table ces jours-ci. Est-ce que finalement, ça va peut-être décoincer aussi des dossiers? Je ne sais pas. Et en fait, c'est vrai que l'impact, et je ne ferai pas forcément le lien avec les lois, avec toute la dimension politique et autres, c'est très important. La loi Macron est importante, tout ce qui est fait par le gouvernement est important. Mais voyons d'abord les changements de culture, les changements de société,
Et puis, probablement, il y aura des impacts aussi sur ces côtés-là, mais je ne veux pas non plus faire des liens trop directs entre ces différents éléments qui ne sont pas forcément de même nature. Extrapoler trop. Bon, voilà, donc pour l'actualité, une actualité écrasée hein, un peu par bien sûr ces événements effroyables. On va maintenant bien rentrer dans le vif du sujet sur votre métier et votre activité au quotidien, la médiation interentreprise. Alors, depuis novembre 2012, vous êtes à la tête de cette entité. On va vous laisser nous la présenter parce qu'elle a un rôle essentiel, et surtout en période de crise, mais encore pas toujours suffisamment connu. Bien sûr. Donc, le rôle de la médiation interentreprise, en tout cas la manière dont je le conçois, c'est rebâtir de la confiance, on parlait de confiance, entre les acteurs de l'économie, en particulier entre les entreprises. Aujourd'hui, malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que cette confiance est faible. Pour tout un tas de raisons qui vont parler à nos téléspectateurs chefs d'entreprise, les retards de paiement, les ruptures brutales de contrats, les renégociations en cours de route, les spoliations de propriété intellectuelle. Je prends un exemple qui date d'il y a quelques mois, mais que vous avez peut-être entendu parler de ce que j'avais appelé le racket au CICE, c'est-à-dire des grandes entreprises qui avaient écrit à leurs fournisseurs: j'ai deux nouvelles pour vous. La bonne, c'est que vous avez touché le crédit impôt compétitivité emploi. La mauvaise, c'est que je vous demande 4% de remise sur les prix demain matin pour les récupérer. Tout ça a un impact énorme sur la confiance. Juste sur ce point, c'est réglé ça? Alors c'est réglé. Nous, on a été saisis collectivement. Je parlerai des saisines de la médiation, mais on a été saisis collectivement par une fédération qui nous a amené plus d'une vingtaine de cas, donc une vingtaine de grandes entreprises qui pratiquaient de la sorte. On a appelé tous les présidents de ces entreprises qui ont toutes donné l'ordre d'arrêter immédiatement ces pratiques. Donc c'est réglé, en tout cas sous la forme la plus dure, la plus brutale d'écrire. Officiellement. Officiellement, je pense que même il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur ce sujet-là. Malgré tout, s'il s'avérait qu'il y avait encore d'autres cas, il faut que les entreprises n'hésitent pas à venir nous saisir. On peut continuer à agir, bien entendu, si cet argument CICE est utilisé de manière non approuvable. Et ça, c'est une situation qui est relative à la France ou dans d'autres pays, il y a le même type de profil que vous? Alors, la médiation interentreprise rattachée à l'État, je vous rappelle, je suis nommé par le président de la République par décret et rattaché à Emmanuel Macron, c'est un cas unique en Europe et probablement dans le monde. Alors, la médiation en général existe dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, elle est beaucoup plus répandue dans beaucoup de pays qu'elle ne l'est en France. Elle est portée par qui ailleurs? Alors, c'est des médiations privées, dans les pays anglo-saxons. L'arbitrage, alors, il y a arbitrage et médiation, ce sont deux choses différentes. Il y a un distinguo. L'arbitre, c'est-à-dire l'arbitre va dire, voilà, j'ai entendu les deux points de vue et je vous donne ma solution. Le médiateur est là pour rapprocher les points de vue et que ce soit les deux personnes ou les deux entités qui trouvent ensemble la solution et qui signent la solution. Ça veut dire que parfois ça ne débouche pas la médiation? Bien sûr. Dans combien de cas à peu près? Alors on a 80% de réussite quand même, donc dans 8 cas sur 10, la médiation débouche, ce qui est phénoménal dans des relations qui arrivent très envenimées en général entre les deux acteurs, mais dans 8 cas sur 10, on arrive à déboucher sur un accord qui est encore une fois construit par les deux parties, et donc signé par les deux parties et appliqué par les deux parties. Et comment vous expliquez que s'est installé ce type de pratique, alors que normalement, dans le business, ça repose sur la confiance et c'est toute une chaîne de production qui se met en place? Pourquoi en France, on est arrivé à une telle situation? Je pense que malheureusement, il y a un côté culturel. Il y a un côté culturel. Notre société s'est bâtie souvent sur des rapports de force et sur le fait que soit on acceptait les rapports de force, c'est-à-dire on disait tant pis, j'accepte d'être payé en retard, j'accepte mon contrat renégocié. Soit on allait voir le juge, l'avocat et on se battait au juridique. Mais on n'a pas cette culture du compromis, on n'a pas cette culture de on a un problème entre nous, mettons-nous ensemble, parlons-nous. Et c'est là où la médiation amène ce plus, amène ce changement de culture, cet appel à se parler avec un tiers qui va être là pour faciliter les choses, pour faire en sorte que ce dialogue se passe bien. J'aimerais pour comprendre bien un peu vos méthodes et votre fonctionnement, qu'on prenne un exemple concret sur les problèmes de retard de paiement, qui sont, je pense, la majeure partie de... c'est 25% de nos saisines, effectivement. C'est un des problèmes importants qui engendre aussi beaucoup de faillites, notamment de petits groupes. Comment est-ce que ça se passe? Donc, je suis un chef de PME, j'ai un client qui a dépassé 6 mois de retard de paiement alors que la loi impose 60 jours. Je vous appelle? Absolument. Alors, je vais juste revenir, vous donner quelques chiffres quand même, parce que le sujet délai de paiement est crucial. C'est un des sujets clés pour moi de notre économie. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le délai légal, c'est 60 jours, depuis la loi LME de 2009. Le délai moyen observé, c'est 72 jours.
Donc il y a 12 jours de retard en moyenne. Évidemment, quand vous êtes donc, une y PME… compris ceux qui payent bien, c'est Y compris ceux qui payent bien, ouais. exactement. Donc vous imaginez que pour une PME, c'est plutôt 30 jours de retard. Pour un grand groupe, ils arrivent plutôt à se faire payer en temps et en heure. Ces 12 jours de retard, c'est 15 milliards d'euros qui manquent dans les trésoreries des PME. Et vous l'avez dit, c'est le dernier chiffre, mais c'est le plus terrible, c'est la cause de 25% des faillites d'entreprise. Donc c'est un sujet majeur, et effectivement, c'est notre plus gros sujet aujourd'hui, c'est en gros 25% de nos saisines. C'est-à-dire que vous pouvez rapporter demain 15 milliards dans les caisses Alors nous, des entreprises. j'allais dire, si les entreprises, si tout le monde demain se mettait à payer normalement, c'est-à-dire selon la loi, on réinjecterait dans l'économie 15 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est le même ordre d'idée que le crédit impôt compétitivité emploi dont on parlait. C'est colossal. C'est colossal. Comment vous faites ? En pratique, donc, une entreprise nous saisit sur Internet, le site médiation-interentreprise.fr. Ça prend 2 minutes. C'est juste qui je suis, quel est mon problème, et ça nous permet de situer la personne. Le médiateur le plus proche va le contacter. Je dis le plus proche parce qu'on a un réseau de médiateurs sur l'ensemble du territoire. Alors, on en a dans le sud-ouest, de là où vous êtes, on en a dans le dans sud-est, et on en a Paris. partout ailleurs. Alors ça mérite juste une Oui. parenthèse sur le profil des médiateurs. Tout Ça, à c'est fait. important. Alors nous avons effectivement des médiateurs régionaux qui sont dans les effectifs de l'administration, dans ce qu'on appelle les directs, dans les préfectures, donc, mais qui sont des gens qui sont dans le côté entreprise de l'administration, c'est-à-dire qui ont déjà un profil de connaissance de l'entreprise qu'on a formé à la médiation. Et puis, pour les cas un petit peu plus compliqués, je reviendrai là-dessus, on a des médiateurs nationaux qui sont des bénévoles, des anciens chefs d'entreprise, des anciens juges au tribunal de commerce, retraités, anciens cadres supérieurs, anciens industriels, Directeur des achats, par exemple. anciens directeurs des achats, tous formés à la médiation et qui vont aider les entreprises et qui vont le faire bénévolement avec un énorme investissement personnel et beaucoup d'expérience, ce qui aide beaucoup Vous aussi. en cherchez d'autres d'ailleurs Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de médiateurs, on a 15 médiateurs nationaux et un certain nombre de demandes, ce qui veut dire qu'on est capable, vous l'avez dit, on fait 1 millier de médiations par an l'année dernière, on est capable d'en absorber beaucoup plus. Donc vous cherchez plus des dossiers de médiation que des Je médiateurs. ne dirais pas que je cherche, mais je Vous promeus pourriez la en médiation trouver. parce que, comme on l'a dit, 80% de réussite, c'est dommage de s'en priver. C'est dommage, on en voit des entreprises qui viennent trop tard et on sait les conséquences que ça a. Quand je dis 25% des faillites liées à ça, venir trop tard, c'est terrible alors qu'on est là, à votre disposition, partout en France. Donc c'est quoi le conseil une fois qu'on voit qu'un client dérape au-delà des 60 jours, c'est en passer 90 jours, c'est le bon moment pour intervenir? C'est toujours le bon moment. C'est-à-dire dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez essayé de faire au mieux, parce que bon, il faut d'abord essayer d'appeler les bonnes personnes. Personne n'est à l'abri d'une erreur, et donc voilà, si les choses se règlent, tant mieux. Mais si vous voyez que ça ne se passe pas bien, saisissez-nous. Donc comme on l'a dit, vous venez sur le site, vous êtes contacté dans les 3 jours qui viennent par le médiateur le plus proche, qui va vous faire signer un accord de confidentialité, qui va bâtir avec vous une approche, et qui va ensuite appeler l'autre partie, lui dire « Nous avons une médiation vous concernant, est-ce que vous êtes d'accord pour venir ?» lui faire signer l'accord de confidentialité, et là, en toute confidentialité, on peut traiter le sujet. Ça, c'est un mot-clé, la confidentialité? C'est le mot-clé. C'est confidentiel. Le deuxième mot-clé, j'allais dire, c'est gratuit. Hein, je le dis, c'est important, surtout pour les petites structures qui nous saisissent, et c'est rapide. Alors, et efficace, 80% et efficace. Des dossiers, ouais. La confidentialité, c'est clé, parce que c'est pour ça que ça marche. Autant une grande entreprise, vous faites ça de manière médiatique pour le coup, et vous expliquez qu'il y a les gentils, les méchants, etc. Je comprends que ça crispe les positions et on n'arrive pas à trouver de solution. Autant là, en toute confidentialité, les gens jouent le jeu, s'ouvrent, parlent et trouvent la solution. Et concrètement, les parties donc se parlent, mais vous apportez une expertise, vous avez travaillé le dossier. Alors on apporte une méthode, c'est-à-dire la médiation, on ne s'improvise pas médiateur, on est tous formés à la médiation. Et on amène, après chacun développe un peu sa patte, sa technicité, mais on amène des méthodes, des outils pour permettre de trouver des solutions et pour amener les gens à trouver cette solution ensemble. C'est ça le plus important. Ça prend du temps en général? C'est rapide. Alors ça peut prendre une journée sur un retard de paiement, ça peut être juste, bon bah ok, il y avait un problème, désolé, je paye. Même si on préfère que les gens viennent et pouvoir non seulement régler le point précis, mais aussi qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi il y a eu ce problème et comment on peut faire en sorte de se connaître et puis faire évoluer les pratiques de part et d'autre. Et la majorité de nos cas se résolvent en 2 mois. Parce que paradoxalement, vous favorisez aussi le développement du business. Il y a beaucoup de gens qui finalement avaient peut-être des a priori, et puis en se rencontrant, en trouvant une solution à un problème commun, après refont des affaires ensemble. Absolument, c'est plus que refont des affaires ensemble. On avait fait un sondage sur une centaine de nos médiations.
Et on a eu un chiffre qui nous a fasciné nous-mêmes. Dans 70% des cas, il y a plus de business après qu'avant la médiation. Bon, donc c'est un bon outil de business, hein, ceux qui cherchent Oui, des clients. Ça peut aussi on n'est pas non devenir. plus des super responsables commerciaux, mais le sujet c'est quoi? C'est qu'on voit des gens qui sont fâchés mais qui ne se connaissent pas. Qui ne dialoguent pas. C'est un des problèmes d'ailleurs au sens large. Hein. Voilà, je ne vais pas faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure, mais on voit des gens qui arrivent avec un dossier complet de lettres d'injures, de courriers recommandés, etc., mais qui ne se sont jamais rencontrés. Et quand vous les mettez dans la salle physiquement et qu'ils se parlent, eh ben, d'un coup, les choses vont mieux. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. Ouais. Si vous appelez un grand groupe ou une petite entreprise, parce qu'on peut dire que ça se passe dans les deux sens, hein, vous avez aussi des cas dans l'autre sens, même si la majorité, c'est quand même le rapport de force plaide en faveur des grands groupes. C'est la personne qui reçoit l'appel vous envoie promener, vous n'avez pas de mesure de rétorsion, de vous imposer. Non, et on ne veut pas. Ça doit être une démarche volontaire, ça doit être une démarche acceptée par les deux parties, et c'est aussi une des clés du succès. Ceci étant, on a un taux de refus extrêmement faible. Je crois que l'année dernière, on a eu 5% de refus. C'est souvent des cas où il y a déjà une autre action, en général juridique par ailleurs, et où les gens nous disent, écoutez, on est déjà en procès avec cette entreprise, désolé, mais la médiation, non. Mais sinon, dans la très très immense majorité des cas, les gens viennent en médiation parce que finalement, ça ne coûte rien, au contraire. Le seul risque qu'on prend, c'est de se réentendre avec quelqu'un avec qui on était fâché et de résoudre un problème qu'on avait en commun. Vous avez évoqué le retard des paiements, mais visiblement, comme ça marche très bien, vos missions ont été élargies, puisqu'il y a aussi les aspects fiscaux qui sont quand même très importants, notamment pour les PME face à l'administration, et aussi les aspects innovation, parce que il y a souvent le cas pour ces petites PME de se faire voler un peu leurs idées ou leurs innovations, notamment en termes de brevets. Vous pouvez un peu nous expliquer? Bien sûr. Alors effectivement, au-delà de l'interentreprise classique dont je viens de parler, il y a une petite année maintenant, on m'a demandé, à la demande des entreprises d'ailleurs, notamment les entreprises innovantes, de Comité Richelieu, Croissance Plus, CJD, Réseau Entreprendre, Parrainer la Croissance, voilà, toutes ces associations m'ont dit, écoute Pierre, ce que tu fais, on aime bien, ça a l'air de bien marcher, mais nous on aimerait que tu étendes ton champ d'action à tout ce qui est innovation. Ça a été entendu par les pouvoirs publics qui m'ont confié cette mission. Et je suis parti d'une idée un peu basique, mais qui finalement reflète bien la réalité de ces patrons d'entreprise. Une innovation, c'est quoi? C'est une idée qui, quand tout va bien, se transforme en un produit, en un service commercialisé à grande échelle. Quand l'interentreprise va bien? Même plus, quand l'écosystème va bien, parce que là, on va plus loin que l'interentreprise. Ce porteur d'idées, cette petite structure, cette start-up, elle va parler à des financiers, elle va parler à l'administration sur le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, elle va parler à des grands groupes, elle va parler à des laboratoires publics ou des laboratoires privés, elle va parler de propriété intellectuelle, propriété industrielle. Dans tous ces rapports, ça peut bloquer. Et d'ailleurs, c'est fascinant, je vais redonner 2 chiffres, quelques chiffres sont intéressants. On est le 6e pays en termes de recherche et développement dans le monde. On est le 17e pays en innovation. Ça veut dire qu'entre les idées, la recherche, le potentiel énorme qu'il y a dans notre pays et la transformation en produit, il y a quelque chose qui se perd. Et c'est ça. C'est tous ces frottements entre ce porteur d'idées, cette patronne de start-up, ce patron de PME innovante, qui va avoir du mal avec le crédit impôt, qui va avoir du mal avec la recherche, etc. Et c'est là-dessus qu'on va jouer en innovation et puis en préventif aussi quand on peut. Alors ça marche bien en France, mais si j'ai un problème avec une société allemande ou italienne, soit en retard de paiement ou soit parce qu'ils sont en train de voler mon brevet, vous pouvez agir aussi? Ça marche aussi. On fait de plus en plus, c'est intéressant, des médiations transfrontalières, voire même transcontinentales, puisqu'on a eu des Vietnamiens, je crois. Et comme je le disais, la culture médiation est plus répandue dans pas mal de pays qu'elle ne l'est en France. Donc vous appelez un anglo-saxon, vous lui dites « je suis la médiation », vous dites « je viens ». En France, on a encore un certain nombre de cas où on appelle, on dit « je suis la médiation », on vous dit « qu'est-ce que c'est ?» Donc vous voyez qu'on a encore pas mal de chemin pour faire connaître cet outil qui est extraordinaire. Mais ça va dans le bon sens, en effet, et ça participe à améliorer l'économie de ce pays. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur, à grands traits, la médiation interentreprise. Vous pouvez en savoir plus en allant sur votre site, donc Google Médiation Interentreprise, on tombe dessus. Absolument, ou tout autre moteur de recherche. Tout autre moteur de recherche, absolument. Bing ou Yahoo ou d'autres, si vous en connaissez. Voilà, on passe à votre rubrique qui vous est consacrée, une rubrique plus personnelle, j'aime.
Alors, qu'est-ce qu'aime Pierre Pelouzet, qu'est-ce qu'il n'aime pas? On va revenir sur votre carrière. Vous connaissez bien ces enjeux, hein. Vous avez été patron des achats de la SNCF. Entre autres, oui. J'imagine que c'est ça aussi qui vous a forgé une philosophie et que vous avez vu concrètement, hein, le rapport c'est plus qu'un grand groupe, c'est un monopole, hein, face à des fournisseurs. Ouais. Alors effectivement, j'étais patron d'achat de plusieurs entreprises. En fait, moi, j'ai un vécu, j'étais dans le pétrole pendant longtemps, ExxonMobil, voilà, j'étais dans le monde entier. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre, j'ai tourné sur l'Afrique. Et cette ouverture m'a aussi ouvert probablement à des manières différentes de faire les choses et de voir les choses. Et puis ensuite, j'étais patron des achats de CGLEC et de la SNCF. Mais ce qui m'a amené là où je suis, c'est le côté associatif. En tant que président de l'association des acheteurs, j'ai très vite essayé de faire changer les choses, de faire en sorte que les acheteurs, j'allais dire au sens large, hein, il y a ceux qui sont acheteurs en titre, mais il y a tous les gens qui achètent dans les entreprises ou qui ont des interactions avec l'extérieur, montraient qu'on pouvait changer les choses, se voir un peu différemment, travailler différemment avec les PME, mais travailler aussi différemment avec les entreprises du secteur protégé, du secteur adapté, hein, le handicap, l'insertion, tout ça c'est important. Et ces masses colossales d'argent qui sont déplacées entre les entreprises pouvaient être utilisées de manière intelligente, constructive, forte, ou bien malheureusement être mal utilisées, et c'est là où il fallait qu'on joue. Donc voilà comment je suis arrivé progressivement vers ces sujets très importants. Il y a un point intéressant, pardon. C'est justement cette carrière que vous construisez à la fois dans le monde traditionnel des entreprises et puis associatif, Oui. de l'intérêt général. Comme quoi, finalement, ne pas penser qu'à sa carrière, ça peut être aussi une façon de progresser et de réussir dans la vie. Expliquez-nous votre philosophie par rapport à ça. Je pense que je suis un homme de valeurs. J'ai un certain nombre de valeurs, dont effectivement la confiance, le partage, l'ouverture vers les autres. Et ces valeurs, évidemment, on peut les exprimer dans le cadre professionnel. Je suis un fervent convaincu qu'on peut, et j'espère l'avoir fait autant que je pouvais, l'exprimer dans mes différentes fonctions. Mais il y a aussi d'autres manières de l'exprimer, et l'associatif en est une. D'où mon rôle comme, à l'époque, président de l'association des acheteurs. Aujourd'hui, je suis toujours vice-président d'une association qui s'appelle Pacte PME, hein, qui a pour vocation que des grandes entreprises aident les PME innovantes, les PME offres différenciées à grossir, devenir des ETI. J'étais aussi président d'une association qui s'appelle Pas à Pas, pour que les grandes entreprises travaillent mieux avec le monde du handicap et de l'insertion. Et puis, je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes mes actions, mais je suis aussi président de l'Observatoire des achats responsables, qui a pour but de mesurer, faire évoluer toute cette notion d'achat responsable. Donc oui, j'ai essayé de mettre un peu en adéquation mes valeurs et puis mon action. Donc tant en interne à l'entreprise et puis tant dans l'associatif. Et puis à un moment, tout ça se rejoint. C'est un peu ce qui m'arrive aujourd'hui et j'en suis très heureux. Mais la particularité de votre poste actuel, Oui. c'est qu'il n'y a pas... Enfin, ce n'est pas un mandat. Non. Vous pouvez être défait à tout moment, mais vous pouvez y rester aussi très longtemps. Exactement. Est-ce que vous avez envie d'y rester combien? Vous êtes fixé peut-être votre propre mandat? Je ne me suis pas fixé limite. J'allais dire, si je caricature un petit peu, l'objectif de la médiation, ce serait de disparaître, puisque j'espère qu'un jour, et on reviendra peut-être aussi sur les outils plus proactifs qu'on met en œuvre, charte, label, etc. J'espère qu'un jour, les rapports entre les individus, entre les gens auront changé et qu'on aura à la limite plus besoin de médiateurs pour aider à mettre de l'huile dans les rouages. Est-ce que vous observez que ça se dégrade là actuellement encore ou est-ce qu'on a touché Je ne pense pas que ça se dégrade. Je pense qu'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement extrêmement positif. On voit des gens très engagés positivement. Je parlais de notre charte, du label, de Pacte PME, etc. On voit de l'Observatoire des achats responsables qui mesure tous les ans et qui disent oui, il y a un progrès, il y a des gens qui s'investissent. Et à contrario, la crise fait qu'il y a une autre partie de la population qui, elle, est de plus en plus dure, de plus en plus court-termiste, de plus en plus sur, on parle des retards de paiement, il y a des gens qui décalent sciemment les paiements. On l'a vu en fin d'année, hein, du 15 décembre au 2 janvier, il y a des entreprises qui ont arrêté de payer, juste parce qu'on voulait avoir des ratios financiers qui soient meilleurs à présenter aux actionnaires. Voilà, donc les deux mouvements coexistent, et il faut encourager fortement ceux qui vont dans le bon sens et faire prendre conscience aux autres que c'est extrêmement destructif. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la vie, au-delà de la médiation et des rapports humains? C'est déjà beaucoup, hein. Les rapports humains, ça peut être très large, évidemment. Ma famille, mes amis, ouais. C'est la première chose à laquelle je pense quand vous me parlez de ça. Mais, des choses particulières qui vous définissent?
je suis un sportif, je fais du tennis, donc, mais là aussi l'engagement sportif n'est pas anodin dans tout ce qu'on essaye de faire. Un, ça permet de temps en temps aussi de décompresser, de penser à autre chose. Deux, ça permet d'être habitué à se fixer des challenges et le tennis, vous savez comment c'est, il y a des moments où on perd un petit peu, il faut s'accrocher. La vie professionnelle et encore plus la vie de médiateur, je peux vous dire, c'est la même chose. Le tennis, c'est un sport intéressant parce que jusqu'au dernier point, on peut Absolument. renverser le match. Exactement. Et la médiation, c'est pareil. Je peux vous assurer, quand les gens viennent sur le court, en médiation, vous vous dites que la partie n'est pas gagnée. Et il y a un moment où il y a un déclic, comme dans le tennis, il y a un moment où il y a un déclic. Et là, pour le coup, les deux acteurs prennent conscience qu'ils peuvent trouver une solution ensemble. Et ça apprend le fair play, bien sûr, le sport, oui. ce qui est une qualité, le respect de l'adversaire, qui est une qualité essentielle aussi du monde des affaires. Tout à fait. Vous en faites vous-même des médiations? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je laisse beaucoup faire mes médiateurs parce que c'est eux qui acquièrent l'expérience, l'expertise. Mais quand ils me disent « ça serait bien que tu t'impliques, que tu viennes parce que c'est un cas plus compliqué, il faut le médiateur », je m'y implique. Mais c'est vrai que c'est principalement nos médiateurs qui les font et c'est bien parce qu'il faut qu'ils développent le plus possible cette expertise. Robert. Donc, si j'ai bien compris, il faut investir dans la société française au niveau de la médiation, parce que ce que vous dites pour les entreprises, ça pourrait s'appliquer pour beaucoup d'autres domaines. Bien sûr, et la médiation existe dans tout un tas de domaines, malheureusement encore trop peu connus. Médiation sociale, vous avez de la médiation dans l'entreprise, il faut la développer, souvent aussi entre deux personnes de l'entreprise, un patron et un de ses employés ou autre. Il y a des conflits et la médiation peut aider. Ça existe dans le domaine familial, du divorce, etc. Donc toutes ces médiations, oui. Si je peux porter ce message pour qu'on les encourage, qu'on les fasse connaître, c'est un outil formidable et en même temps un changement de culture formidable et c'est vers ça qu'on doit aller. Voilà, ça vous donne envie de devenir médiateur peut-être, Robert. Une carrière de journaliste bien remplie. Voilà, si une vocation s'exprime, n'hésitez pas. Bon, blague à part, c'était un sujet très intéressant, cette médiation interentreprise. N'hésitez pas à vous en servir, voilà. Vous trouverez l'adresse sur tous les bons moteurs de recherche. Merci Pierre Pelouzet de nous avoir rendu visite. C'était un plaisir. Merci Robert, à la semaine prochaine. Rendez-vous même endroit, même heure.